Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre prof de lettres. Aujourd'hui nous faisons ensemble le résumé du 3e chapitre, partie 2 de Madame Bovary. Les premières pages du chapitre 3 sont consacrées à l'installation des Bovary dans leur nouveau village à Yonville-l'Abbaye. On nous donne quelques informations sur les premiers ressentis des personnages et des nouveaux personnages face à l'arrivée de Charles et d'Emma. Le personnage qui ouvre le chapitre, c'est Léon, le secrétaire de notaire avec qui Emma s'entendait si bien au chapitre précédent. On nous dit que Léon est assez troublé sentimentalement après avoir rencontré Emma la première fois. C'est compréhensible, c'est la première fois qu'il rencontre une femme qui a les mêmes attentes que lui de la vie et qui est capable de donner des idées reçues sur le monde, des idées attendues comme lui-même en attend. Donc pour Flaubert, c'est le conte de la bêtise, mais pour lui, il trouve qu'Emma lui correspond vraiment. Je vous renvoie à la page 143. Ce dîner de la veille était pour lui un événement considérable. Jamais, jusqu'alors, il n'avait causé pendant 2 heures de suite avec une dame, soulignée par l'italique. Comment donc avoir pu lui exposer, et en un tel langage, quantité de choses qu'il n'aurait pas si bien dites auparavant? Donc on comprend ici que quelque chose va se passer du point de vue de Léon, entre Léon et Emma. Le lecteur est dans l'attente d'un rebondissement. Cet aspect-là de l'intrigue est contrebalancé complètement par les personnages d'Homé et de Charles. Donc vraiment, bêtise bourgeoise pour Flaubert, de 2 points de vue. Homé par le trop plein de paroles, Charles par le vide. Et bien là, ça va être un peu la même chose. On nous apprend qu'Homé est tout le temps chez les Bovary. Tout le temps là-bas, il vient les voir, il leur fait des amabilités, il leur rend des services. C'est ce personnage du voisin collant dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et ce sera comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il va venir tous les soirs à dîner chez les Bovary. On apprend aussi, et ça c'est intéressant car les Bovary ne le savent pas, que Homé est un voisin intéressé. En réalité, s'il rend ce genre de service aux Bovary, c'est parce que, discrètement, il donne lui-même des consultations médicales dans sa pharmacie. Par conséquent, non seulement c'est contraire à la loi, mais surtout c'est contraire aux intérêts de Charles, qui est quand même ici parce qu'il est médecin, c'est-à-dire officier de santé. C'est-à-dire que normalement, c'est Charles qui doit donner les consultations. Et Homé essaye de se le mettre dans la poche, en quelque sorte. Charles, quant à lui, bon, ça ne change pas, je vous renvoie à la page 145, le début du 3e paragraphe. Charles était triste, la clientèle n'arrivait pas, point. Donc là, sa vie se résume au travail, car c'est la seule manière pour lui de progresser. D'ailleurs, cette phrase, le rythme est intéressant. La première proposition est de 4 syllabes, Charles était triste, et la deuxième proposition de 8 syllabes, la clientèle n'arrivait pas. Ça, c'est une manière pour Flaubert de marquer la monotonie du personnage. Monotonie parce que c'est toujours les mêmes sentiments, toujours ce vide qui exaspère Emma. D'ailleurs, en parlant d'Emma, un certain bouleversement se passe dans sa vie, mais qui aura très peu d'impact dans le roman. Elle accouche de sa petite fille. C'est la naissance de la petite Berthe. Donc pour nous, c'est un marqueur de passage du temps. Ça fait... Donc elle est partie de Tostes, du village de Tostes en mars, elle était enceinte. Maintenant, Berthe arrive, donc c'est 9 mois plus tard, on sait à peu près, on se repère dans le passage du temps. Mais Emma est-elle heureuse de sa naissance? Pas vraiment. Quand on lui annonce que c'est une fille, elle s'évanouit. Effectivement, Emma voulait un garçon, elle voulait un petit garçon. Elle est déçue. Pourquoi est-elle déçue? Parce qu'elle voit dans Berthe une possible reproduction sociale, c'est-à-dire qu'elle a peur que Berthe, en tant que femme, souffre les mêmes affres, la même douleur qu'elle-même est en train de ressentir. On va voir que Flaubert joue de ça, parce qu'à la fin du roman, Berthe aura une destinée encore bien plus tragique que celle qu'Emma a connue. Je vais m'attarder un moment sur le passage dans lequel Emma dit qu'elle voulait un garçon, car c'est un passage intéressant vu que l'héroïne, notre héroïne paradoxale, entretient une somme d'idées reçues sur la femme par rapport à l'homme qui ferait bondir d'effroi les féministes d'aujourd'hui. Alors pourquoi Emma pense-t-elle qu'il est mieux d'avoir un garçon? Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Ici, rupture dans le texte. Donc ici, c'est consacré à l'homme, maintenant elle va parler de la femme. Mais une femme est empêchée continuellement, inerte et flexible à la fois. Elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelques désirs qui entraînent, quelques convenances qui retient. Alors on va s'arrêter un petit peu sur le style et voir ce que ça nous apporte. Si on regarde l'homme selon Emma. Donc l'homme peut parcourir les passions et les pays. Donc on a deux champs lexicaux ici qui sont unis dans la même phrase. Celui des émotions, les passions, celui de la géographie, les pays. Traverser les obstacles, ça va être plus géographique.
et mordre au bonheur les plus lointains. Donc métaphore émotionnelle une nouvelle fois. Ça revient, vous voyez. Donc c'est croisé, hein, c'est une structure croisée. D'abord émotion, géographie, géographie, émotion. Ce qui est intéressant encore plus, c'est que ces deux champs lexicaux sont unis vraiment dans la même phrase au début. Hein, vous voyez, il peut parcourir quoi? Les passions et les pays. Deux choses qui n'ont pas de sens. C'est ce qu'on appelle en littérature un zeugma. Un zeugma, c'est une figure littéraire qui consiste à évoquer à partir d'un même verbe deux choses qui n'ont pas de rapport. Si vous voulez, ça aurait été très logique de dire il peut parcourir les villes et les pays parce que c'est la même chose. Oui, il peut parcourir les bonheurs et les passions parce que c'est la même chose. Mais comme le terme passion et le terme pays n'ont rien à voir entre eux, c'est un zeugma. Pourquoi Flaubert met-il un zeugma ici? C'est pour nous montrer que pour Emma, eh bien, l'homme a accès à la totalité du monde. Alors que la femme, rupture ici, la femme, elle est empêchée continuellement. Elle est, regardez bien, inerte et flexible à la fois, comme une poupée de chiffon, vraiment. Elle a des obstacles, les obstacles que l'homme traverse, elle les a contre elle. Qu'est-ce que c'est que ces obstacles? Les mollesses de la chair, hein, et les dépendances de la loi. Quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on va voir deux champs lexicaux d'univers qui sont contre la femme. Bon, d'abord, il y a la chair, l'anatomie, et ici, ensuite, les dépendances de la loi. Je passe un petit peu. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cardon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelques désirs qui entraînent, quelques convenances qui retient. Et vous voyez que nos mêmes champs lexicaux ici vont se répéter dans un parallélisme exact. Donc, quelques désirs qui entraînent et quelques convenances qui retient. Et enfin, on va s'arrêter un petit peu sur la comparaison. La volonté de la femme, elle est comme le voile de son chapeau retenu par un cordon. Donc elle se limite vraiment, pour Emma, la femme se limite à son apparence. Elle est tout à fait dépendante du monde qui l'entoure et d'elle-même, hein, donc elle est vraiment soumise aux lois. Une description intéressante, on pourrait s'attarder dessus, on n'a pas le temps, on passe. Ensuite, que se passe-t-il? Donc Berthe naît, Emma n'est pas forcément réjouie. À l'époque, quand une petite fille naissait dans une famille bourgeoise, ou un petit garçon évidemment, on le mettait chez la nourrice et on devait ensuite attendre 6 semaines pour pouvoir lui rendre visite. C'est comme ça que ça se fait, ce sont les convenances. Mais Emma, d'un coup, se sent prise d'une envie, elle veut aller voir Berthe. Donc elle part de chez elle sur une pulsion, elle se rend chez la nourrice. Et qui croise-t-elle? Évidemment, Léon. Donc Léon qui va avec elle chez la nourrice. La nourrice est un passage intéressant sur lequel on ne va pas s'attarder car on voit ici un véritable snobisme de la part d'Emma. C'est-à-dire qu'elle est confrontée à une pauvre femme qui s'occupe pourtant de sa fille, mais elle ne prend pas garde à elle. Vraiment, elle essaie de la repousser le plus qu'elle peut. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on va voir que des sentiments sont en train de naître entre Léon et Emma. Et qui est-ce qui s'en rend compte? Eh bien, c'est pas vraiment le personnage eux-mêmes, c'est le narrateur qui nous en informe. Donc, vers le milieu de la page 154, n'avait-il rien d'autre à se dire? Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse, et tandis qu'ils s'efforçaient de trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme profond, continu, qui dominait celui des voix. Que se passe-t-il? Les sentiments sont en train de naître, et qui nous en informe? Le narrateur, parce que tout simplement, eh ben, n'en sont pas vraiment conscients. Et d'ailleurs, les sentiments de Léon, on ne sait pas vraiment par quoi ils sont motivés. Hein, de la même manière que Emma va tomber amoureuse de Léon parce qu'elle est motivée par cette espèce de mystique pour la passion qu'elle trouve dans la littérature, eh bien, si vous regardez page 155, Léon est peut-être bien poussé par l'ennui. Comme je m'ennuie, se disait-il, comme je m'ennuie. Donc c'est donc des sentiments tout à fait ambigus qui poussent Léon vers Madame Bovary. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter l'autre vidéo que nous consacrerons à l'analyse du passage du choix des prénoms du 3e chapitre de la 2e partie de Madame Bovary. Et à bientôt sur Digischool.